Nuit des héros. Nous avons dans cette émission fréquemment demandé aux pompiers d'intervenir et nous avons raconté des histoires où ces pompiers étaient là, bel et bien présents. Mais volontairement, jamais ils n'ont été considérés dans cette émission comme des héros. Parce que, eh bien, nous considérons comme vous, comme nous, que, eh bien, qu'ils accomplissent leur tâche, qu'ils accomplissent leur travail. Et cependant, ce soir, un corps des sapeurs-pompiers sera le héros de cette soirée. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés bien au-delà de leur mission. Ils ont risqué leur vie pendant plusieurs heures. Toulon, 15 février 89, 14 heures. Comme chaque jour après déjeuner, Vulfran Dermant, 19 ans, retourne travailler à l'atelier de prothésiste dentaire dans un vieil immeuble de 5 étages en pierre de taille, classé monument historique, plus connu à Toulon sous le nom de la Maison des Têtes. L'atelier se trouve au premier. Vulfran veut devenir prothésiste, mais ce qu'il veut surtout, c'est un jour peut-être ouvrir son propre cabinet. « 14h26, l'horreur. Soufflé par une explosion terrible, le vieil immeuble s'effondre sur lui-même. Dans la rue, c'est la panique. Et Vulfran, lui, se retrouve enterré sous 10 mètres gravats. En quelques minutes, 600 sapeurs-pompiers et sauveteurs sont sur place. On commence les prospections. Alors, on laisse terminer les derniers sauvetages qui sont faits en surface. Mon équipe est partagée en deux. Une première qui travaille sur la surface également, puisqu'on retrouve très rapidement d'autres survivantes qui se situent à 2 ou 3 mètres en dessous les gravats. Et dans un même temps, ma deuxième équipe d'explorer le secteur qui se situe à côté du couloir, de la porte. Patrick, s'il te plaît, fais taire un peu tout le monde à l'entrée. À tous, silence! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un? Et là tout commence, c'est le premier contact avec le jeune Vulfran, donc qui lui, depuis l'effondrement, est resté sans aucun contact. En gros, il y a déjà 3 heures qu'il attend dans la pénombre. Pour lui, c'est déjà l'espoir qu'on a entendu. Et pour nous, bon, c'est une motivation extraordinaire, puisque on sait qu'il y a quelqu'un de vivant, là encore, et on va tout faire pour le sauver. Vous êtes seul? Vous m'entendez toujours? On arrive sur vous, on vient. Vous vous appelez comment? C'est comment votre nom? Au-dessus de nos têtes, il y a d'autres gens qui travaillent. On ne peut pas les arrêter, parce qu'ils sont en train de sauver des personnes. Alors il y a des risques, on mesure les risques, on met des gens pour veiller à ce qu'il n'y ait pas d'éboulement secondaire. Par contre, il faut faire les jambes dessous. Oh les gars, doucement! Le premier travail que nous ayons à faire, c'est de ne pas faire de victimes en plus. Donc ce que nous avons fait, c'est étayer pour assurer la sécurité du personnel qui allait être mis en place et travailler. On est obligé d'aller doucement, mais on va venir te chercher. On est près de vous, ça y est. C'est mal. Patrick, oui. Préparez les bois pour caler. Il y a une règle en sauvetage évidemment qui veut que on a un de ces gars qui commence à trouver quelqu'un, qu'il doit continuer jusqu'au bout. Il te parle, il faut qu'il te parle. Regarde bien autour, regarde bien autour. Tu vois, elle se lève là. Va doucement. On parle toujours, empêche-le de s'endormir. Ah, c'est ok, pour moi c'est ok. Normalement, c'est vraiment une question de 2 minutes. On se retrouve finalement face à une plaque de bois aggloméré. J'entends qu'il est derrière. Voilà, donne-le le maximum de mots, donne-le le maximum. Voilà. Tu m'entends? Bon, écoute-moi, on va essayer de faire... Faut pas prendre de risques pour te sortir, ok? Ça va? Alors, je commence, hein, t'affole pas. Il a déjà fallu 4-5 heures d'étaiement, de déblaiement, éboulement secondaire pour y arriver. Et là, on est tout proche. On se dit, bon, on va pouvoir sortir enfin. Alors avec moyen de fortune, pourquoi? Parce qu'on n'a pas la place, c'est un tout petit boyau. On perce. On perce et on fait tout un tas de trous. C'est Adrien qui le fait. Adrien,
pareil, parce que c'est lui qui a commencé, on souhaite qu'il touche le premier la victime, c'est très important. Au début, on pensait au risque. Oui, je pensais qu'il pouvait peut-être m'arriver quelque chose à moi, enfin à mes camarades, hein, de rester enseveli dessous. Et ce sentiment, après, bon, s'est effacé parce que lorsque l'intervention avançait, finalement, il y a la victime et le sauveteur, je veux dire. On n'entend plus personne. Là, il n'y a plus de danger, on ne fait plus attention à rien. Ça y est, il s'ouvre le panneau. Oh, je le vois. Ça y est, les gars, je le vois. Il est là. Ouais, il est là, il est là. C'est ok. Le panneau. Positionner comment? Il est vraiment plié là. Ah, ça y est, je le touche. Hein. Il est là. Il s'appelle Wolfram. Alors, Il est très faible. Il est vraiment plié. Bien, je crois qu'on va être emmerdé. J'ai un me coincé. Je vais une petite dalle de béton. Ça va? on prend conscience qu'il faudra encore beaucoup plus de temps que ce qu'on croyait, parce qu'on espérait qu'après la paroi, ça serait bon, on pourrait les sortir avec difficulté, donc on pourrait le faire. La jambe droite bloquée, ça change tout. Ok. Allez, je m'en quitte, tu me passes le cathlon. Je n'avais pas le droit de ne pas le perfuser du premier coup, car les chances de survie en partie de cette perfusion qui allait pouvoir être un bon vecteur pour le médecin pour pouvoir continuer une réanimation adaptée à son état. S'il perd confiance, s'il perd espoir, à ce moment-là, il peut arrêter de lutter. Et lutter, c'est aussi respirer superficiellement, rapidement, pour survivre. Il aurait pu effectivement mourir dans les heures qui suivent par désespérance et par épuisement respiratoire. Respire, hein. Ça va mieux? Tu verras, je te passe. Attention, tête, on n'est pas encore. Là, voilà. Pour l'oxygène, bon? C'est bon. Ouais, oh. On va essayer de te décoincer la jambe, ok? On ne sait pas trop encore à ce moment-là si on va y arriver. On fait maximum. C'est ce qui est dur pour nous dans nos esprits. Bon, déjà, on y travaille depuis de nombreuses heures. Et en plus, on n'est pas du tout certain qu'on va arriver à le sortir. Ah, Oh, garçon. Hé. Oh. bon. Dans mon esprit, il était hors de question de lui couper la jambe. On ne voulait pas qu'il sorte avec la jambe coupée, quoi. Voilà. Encore là, la chaussure est décoincée. Je vais essayer de le pivoter. Bon, là, il faut le sortir, hein, parce qu'il est vraiment pas bien. Ok. Bon. Bon, Thierry, je commence à le pivoter, ok? Allez, petit, allez. Il y a son genou qui est coincé sous la fille. On y est, courage. Attends, Thierry. Tire-moi, Thierry, tire. Doucement. Tire. Doucement, hein. Vas-y. Allez, les gars, allez. 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 Doucement. Ce que j'ai surtout ressenti, moi, c'est l'impression que l'on avait procédé à un accouchement. Moi, j'ai eu l'impression d'assister à une naissance. Doucement, ne lâche pas, pas encore. Ok, encore un peu, sors-le. Je l'ai sorti et ma première réaction, ça a été de regarder son visage. Je voulais savoir comment il était. Parce que d'un trou, plein de poussière, c'était très difficile à voir. Je voulais savoir qui en avait sorti. À 23h45, quand les pompiers arrivent enfin à l'extraire, sa tension artérielle est descendue à 6. Le bassin fracturé, la jambe droite écrasée par une poutre, il souffre de fractures multiples. Wulf Anderman est resté exactement 9h19 enterré vivant. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Wulf Anderman et le capitaine Nicolas. Capitaine. Nous venons de vivre avec Jean-Claude Brialy, avec tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont ici, ce sauvetage. C'est formidable. Vous êtes capitaine quand même. Wulf, à un moment, vous avez pensé vous laisser aller, je vais dire,
pour ne pas employer un mot plus fort. Oui, en effet, c'est-à-dire que quand je me suis réveillé, je n'ai pas très bien compris ce qui se passait. Et puis, très vite, la douleur, la souffrance... là où vous enseveli. Voilà, je me suis senti perdu. Je me suis dit, je vais agoniser des heures comme ça. Et je me suis dit, le mieux, c'est de mourir de suite. De toute façon, je dis, au bout du compte, je ne vais pas m'en sortir. Donc. Et que faites-vous à ce moment-là? J'ai bloqué ma respiration. J'ai bloqué ma respiration dans l'espoir de mourir. Et ça a duré quelques secondes, quelques minutes? Quelques minutes, j'ai essayé plusieurs fois. Et puis ensuite, j'ai pensé à ma famille, à ma mère, mon père, mes frères. Et je me suis dit, j'ai pas le droit, si je suis pas mort sur le coup, c'est que je vais m'en sortir, c'est obligé. Et là, l'espoir est revenu? L'espoir est revenu, je me suis contrôlé, j'ai paniqué, j'ai commencé à contrôler la respiration, à chercher vers un appel d'air avec ma seule main qui pouvait encore bouger. Et j'ai eu la chance de faire une petite brèche et l'air est venu. Ça a fait une bouffée fraîche et je me suis senti revivre. Enfin, je me suis dit, je vais sortir. Capitaine, lorsque vous commencez à entrer en contact avec Villefranc, la première parole, c'est de lui demander son prénom. Tout à fait. Pourquoi? Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que, vous l'avez vu, c'est un travail d'équipe. Oui. Je dirigeais le chantier, comme ce sont des termes techniques. Il faut peut-être dire aussi que c'était une catastrophe énorme. Ça a duré 2 jours de nuit, il y avait plus de 400 sauveteurs, il y avait plus de 50 blessés et malheureusement 13 victimes décédées. Villefranc était l'une d'entre elles, et donc avec mon équipe, puisqu'on fait un travail d'équipe, sapeurs-pompiers de Hyères, de Toulon, marins-pompiers de Toulon, de Marseille. On a entendu Villefranc. Un de mes gars, puisque mon équipe était partagée en 2, a entendu Villefranc. Et à ce moment-là, plus rien n'existe. Vous dites qu'il faut à tout prix le sortir de là. À partir du moment où... Vous savez, la spécialité en question s'appelle le sauvetage des blêments. Cela consiste à détecter les personnes qui sont ensevelies sur le décombre et cela consiste ensuite à les dégager. Mais vous preniez des risques énormes parce qu'au-dessus de vous, il y avait d'autres sauveteurs qui travaillaient et à tout moment, vous pouviez être vous aussi enseveli. Il est vrai que tout un tas de sauvetages était en cours. Au-dessus, pas au-dessous, parce qu'il était carrément au plus bas. Mais en plus de cela, il faut savoir que le grand risque en sauvetage des blêments, c'est l'effondrement secondaire, puisque tout est instable. Capitaine Nicolas, vous avez dialogué pendant 9 heures pratiquement, enfin, disons plusieurs heures avec Villefranc. Ça n'était que des bribes de paroles entre vous? Et chaque fois des bribes de chaleur en disant « tiens le coup », c'est ça? C'est surtout Adrien qui a dialogué avec lui. Et Villefranc, là, ce dialogue est pour vous capital. Oui, en effet, à partir du moment où j'ai entendu donc cette voix, cette personne qui m'a appelé, je me suis dit, ça y est, on m'a trouvé, je vais sortir. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je vais être dehors. Bon, je pensais que j'allais sortir dans 1 heure, 2 heures, ça dure beaucoup plus longtemps. Oui. Mais c'est à ce moment-là où j'ai repris vraiment confiance. Nous allons maintenant nous retourner. Le capitaine des pompiers, monsieur Kess. C'est une cerise. Sachez que les sapeurs-pompiers de France, qu'ils soient civils ou militaires, aiment bien votre émission, parce qu'elle fait découvrir au grand public la technicité et la diversité de nos interventions. Alors, au nom des pompiers de France, on vous remet notre casque, symbole de notre technicité. Oh, j'en suis très flatté. Merci beaucoup. Ce casque sera en bonne place dans l'émission de la Nuit des Héros et dans notre bureau, dans l'équipe de la Nuit des Héros. Merci à vous tous, chers amis. Nous vous laissons, nous vous quittons, car nous sommes maintenant en retard. Mais, un dernier détour. Bon, allez. Et chers amis, au revoir à vous tous. Je peux simplement vous dire que c'est un grand honneur de porter ce casque, mais drôlement lourd. Allez, merci. Dans un instant, Thierry Ardisson. Bonne soirée sur Antenne 2. Au revoir à tous.